merci beaucoup. Et puis merci et bonjour à tout le monde. Merci de prendre du temps pour écouter ma présentation aujourd'hui. J'étais bien introduite, mais c'est ça, je suis étudiante au doctorat. Je suis au CIREC depuis 2019. Et là, je vous présente les résultats de ma maîtrise que j'ai terminée en 2020. Puis ensuite, j'ai switché au doctorat sur un sujet qui est un peu différent, mais je continue à y revenir parce que ce projet de maîtrise a découlé sur un autre projet, toujours sur l'eau. Donc, j'y travaille un petit peu encore. Euh, donc, cette présentation, elle va être en 4 parties. Je vais faire une brève introduction de l'analyse de cycle de vie pour ceux qui ne seraient pas forcément familiers avec ça. On va parler des enjeux liés à l'eau en analyse du cycle de vie. Puis je vais vous présenter la méthodologie et les résultats du papier qu'on a publié il y a 2 ans maintenant, qui était une mise à jour d'un modèle plus ancien, Boulay Hall 2011, et qui vise à caractériser les impacts potentiels sur la santé humaine dus à la privation d'eau domestique. Et comme je vous l'ai dit, ce projet s'est un peu transformé en un nouveau projet en cours, en préparation, à soumettre bientôt, j'espère, dans lequel on propose un facteur d'effet revisité. Puis je vais vous en parler davantage très bientôt. Donc pour l'introduction à l'analyse de cycle de vie, l'analyse de cycle de vie, que je vais souvent appeler ACV, je pense pendant la présentation, c'est un outil d'aide à la décision qui permet d'informer les décideurs quant aux impacts potentiels d'un système. Donc ça peut être un produit, ça peut être une organisation, tout au long de son cycle de vie. C'est une approche qui permet de considérer ce qui se passe depuis l'extraction des matières premières et des ressources jusqu'à la fin de vie du système, et ce, en passant par les étapes de production, de distribution, d'utilisation et de recyclage. C'est un outil qui permet de calculer des impacts environnementaux potentiels et qui permet de comparer la performance environnementale entre différents systèmes et d'identifier les contributeurs principaux. Et donc, c'est un outil qui permet d'offrir une vision exhaustive, à la fois parce qu'on est en mesure de prendre en compte l'ensemble des activités de la chaîne de valeur, mais aussi parce qu'on fournit un ensemble d'indicateurs environnementaux qui ne sont pas restreints à l'empreinte carbone, à l'empreinte eau, par exemple, mais on peut aussi représenter des impacts sur la biodiversité, pour ne citer que ces impacts-là. Donc, à quoi ressemble une ACV, une analyse de cycle de vie? Donc, mettons qu'on veuille réaliser l'analyse du cycle de vie d'une paire de bas. Donc, on va considérer toutes les activités qui sont impliquées, en commençant par l'extraction des matières premières. On va ensuite regarder ce qui se passe en termes de transformation, de distribution de nos bas, l'utilisation, donc par exemple le lavage de nos bas, et la fin de vie, avec le potentiel recyclage de la matière. Tout au long de ces étapes, on va dresser la liste de toutes les ressources qui sont nécessaires et de toutes les émissions qui sont générées par les activités. Donc, ça peut être des émissions de CO2, de NH3, de NEX, de SO2, de CH4, etc. Et ce, tout au long de la chaîne de valeur. Et de la même façon, on va identifier tous les intrants. Ça pourrait être l'utilisation de terre, la consommation d'eau, la consommation de combustibles fossiles. Cette liste-là, c'est ce qu'on appelle l'inventaire du cycle de vie. Et cet inventaire, tel quel, il ne renseigne pas vraiment sur la performance environnementale de notre paire de bas. C'est juste une liste d'éléments, finalement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans un second temps, on va réaliser l'évaluation des impacts du cycle de vie. Donc, lors de cette évaluation des impacts, on cherche à convertir notre inventaire en impact potentiel. Et ces impacts, ça peut être le changement climatique, donc avec un indicateur en kilogrammes de CO2 équivalent, des problèmes d'acidification, d'eutrophisation, de rareté d'eau ou autres types de problèmes. Ces problèmes ici, ils représentent des problèmes environnementaux. On dit que ce sont des indicateurs orientés problèmes, mais en évaluation des impacts, on peut également proposer des indicateurs au niveau dommages. Et les dommages, ça peut être vu comme des conséquences des problèmes environnementaux sur des objets qui sont importants pour la société, comme la santé humaine, la qualité des écosystèmes, ou encore les services rendus par les ressources et les écosystèmes. Donc, pour convertir mes données d'inventaire, donc ma liste d'éléments consommés ou émis d'un environnement en impact potentiel, peu importe l'indicateur, on a besoin de facteurs de conversion.
qu'on appelle des facteurs de caractérisation. Et ces facteurs de caractérisation, ils sont développés par des modélisateurs d'impact dont je fais partie, que ce soit pendant ma maîtrise ou pendant mon doc. Mon objectif, c'est de développer des facteurs de caractérisation. Avec ces facteurs de caractérisation, on est capable de calculer des scores d'impact en multipliant le flux d'inventaire par un facteur de caractérisation correspondant. Donc, cette introduction sur l'ACV et la modélisation des impacts environnementaux en ACV en général, ça nous amène à discuter de la manière dont ces impacts, dont les impacts liés à l'eau sont considérés en ACV et comment on modélise ces impacts-là. Donc, le paradigme dans lequel on se place quand on fait de la modélisation d'impact lié à la consommation d'eau en ACV, c'est que on se dit que si on consomme de l'eau quelque part sur la planète, on est susceptible de diminuer la quantité d'eau qui est localement disponible. Et s'il y a moins d'eau disponible, mais différents utilisateurs, donc que ce soit les écosystèmes, l'eau pour l'agriculture ou mes usagers domestiques, entre autres, ils sont susceptibles d'être affectés par ce manque d'eau. Et en bout de chaîne, ça peut se traduire par des impacts sur la qualité des écosystèmes ou sur la santé humaine si on n'est plus en mesure de produire de la nourriture et qu'on génère de la malnutrition, ou si les pratiques d'hygiène deviennent limitées, et puis on y reviendra. Et donc ces différents mécanismes-là, on essaye de les quantifier en évaluation des impacts du cycle de vie, donc les modélisateurs comme moi, en développant des facteurs de caractérisation. Et comme les enjeux qui sont liés à l'eau, ce sont des problématiques qui sont locales, régionales, on n'a pas la même disponibilité d'eau partout sur la planète, et puis il y a des endroits où on est plus ou moins vulnérable face à un manque d'eau. Donc c'est important quand on crée un modèle et des facteurs de caractérisation de prendre en compte les spécificités régionales pour que ça fasse du sens. Parce que par exemple, si je reprends mon exemple avec mes bas, j'ai consommé de l'eau à l'étape de fabrication, mettons que ce soit en Inde, par exemple, et à la phase d'utilisation, donc dans ma laveuse à Montréal. Et mes problématiques liées à l'eau dans ces deux régions ne sont pas les mêmes. Donc, quand je fais mon analyse de cycle de vie, pour quantifier les impacts de ces deux flux d'inventaire, j'ai besoin que mes facteurs de caractérisation ils soient spécifiques à la région où l'eau elle est consommée. Donc, il y a plusieurs modèles et plusieurs facteurs de caractérisation qui ont été développés pour calculer les impacts liés à la consommation d'eau. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais parmi ces modèles, on va retrouver des modèles qui sont orientés problème. Donc, par exemple, la rareté ou l'empreinte eau. Vous voyez le modèle AWARE qui est quand même pas mal répandu. Et on va aussi trouver des modèles et des facteurs de caractérisation orientés dommages, donc qui vont permettre de calculer des impacts sur la santé humaine ou sur la qualité des écosystèmes. Ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, nous, c'est la dimension domestique des impacts au niveau dommages sur la santé humaine. Et je vais vous parler de deux modèles en particulier, donc Boulay et al. 2011 et sa version 2 qu'on a publiée en 2022. Donc, comme je disais, les facteurs de caractérisation, ils sont développés dans le but de capturer, de quantifier une suite de causes et de conséquences qu'on appelle la chaîne de cause à effet. Et la chaîne de cause à effet qui nous intéresse ici, elle lie une consommation d'eau à un changement local de disponibilité de la ressource qui peut induire un manque d'eau. Et s'ils ne sont pas capables de s'adapter face à ce manque d'eau, les usagers domestiques sont susceptibles d'être privés d'eau. S'ils sont privés d'eau domestique, on considère que les usagers ils vont être confrontés à deux problèmes. À la fois, il peut limiter leurs pratiques d'hygiène, donc les pratiques WASH, qui est utilisé ici pour Water, Sanitation and Hygiene. Et en même temps, ils risquent de se tourner vers d'autres sources d'eau dont la qualité est moins bonne. Et dans les deux cas, ils sont exposés à des risques de maladies qui peuvent se réaliser. Cette chaîne de cause à effet-là, on peut la découper en trois parties. Un facteur qu'on appelle un facteur de SOR, qui est exprimé en mètres cubes d'eau domestique épuisée par mètre cube consommé.
un facteur d'exposition qui va prendre en compte la capacité ou non d'un utilisateur à s'adapter à un manque d'eau, que ce soit en important de l'eau ailleurs ou en désalinisant de l'eau, par exemple. Et un facteur d'effet qui traduit la privation d'eau domestique en termes d'impact sur la santé humaine. Et ce facteur d'effet, il est exprimé en DALI par mètre cube d'eau domestique privée, où DALI représente les Disability Adjusted Life Years. Donc, c'est le nombre d'années en bonne santé perdues. Puis c'est une unité qui est utilisée notamment par l'Organisation mondiale de la santé pour quantifier les impacts sur la santé humaine. Et le facteur de caractérisation qui permet de représenter cette chaîne de cause à effet-là, il est calculé comme la multiplication des trois facteurs, donc le sort, l'exposition, l'effet. Et cette chaîne de cause à effet, elle a été étudiée par Boulet et al. Donc en 2011, qui ont proposé un premier ensemble de facteurs de caractérisation basés sur ce modèle. Puis pendant ma maîtrise, mon objectif à moi, c'était de mettre à jour, améliorer et de discuter le modèle de Boulet et al. 2011. Ce qu'on a fait. En fait, à partir du modèle de 2011, on a revisité et on a mis à jour chaque facteur, donc le sort, l'exposition et l'effet. Dans le modèle initial, le facteur de sort, il était calculé comme le ratio entre la consommation d'eau domestique et la disponibilité d'eau. Le problème avec un facteur comme ça, c'est qu'une même valeur du facteur peut représenter deux réalités différentes. Si j'ai un facteur, un ratio de 0,5, ça veut dire que la moitié de l'eau disponible a été consommée, mais ça ne me fournit aucune information sur la quantité d'eau dont on parle. Ça peut être 10 mètres cubes, ça peut être 1 million de mètres cubes, on ne sait pas. Ce qu'on a proposé dans le papier de 2022, c'est de modifier ce facteur-là pour le rendre cohérent avec les autres chaînes de cause à effet liées à l'eau, et notamment les chaînes de cause à effet liées à la privation d'eau pour les usages agricoles. Et donc, sur le modèle de ce papier-là, on a adapté le dénominateur du ratio. Et maintenant, le facteur de sort est calculé comme le ratio entre la consommation d'eau domestique sur la différence entre la disponibilité et la consommation d'eau totale. Donc, avec cette méthode revisitée de facteurs de sort, on a généré 12 000 facteurs environ de sort qui sont définis au niveau du bassin, du sous-bassin versant, parce qu'en fait, on a les données avec cette granularité-là. Et mes facteurs, ils vont de 0 à 1. Et donc, quand mes facteurs de sort ils sont élevés, donc en rouge sur la carte, ça correspond à une forte concurrence entre les utilisateurs et un stress hydrique dans des régions comme la vallée du Nil, la Californie ou l'Inde. Et quand un facteur de sort est faible, ça peut s'exprimer, ce que je rappelle, c'est le ratio entre ces deux valeurs-là, ça peut s'exprimer par soit le fait qu'il y a une faible demande, il n'y a pas beaucoup de population, comme au milieu de l'Australie, soit il n'y a pas beaucoup de consommation parce que l'accès à l'eau est limité et donc la consommation est faible, bien que la demande ne le soit pas. Donc il faut faire attention à la manière dont on interprète un facteur de sort faible. Concernant le facteur d'exposition, donc en mètre cube d'eau domestique deprived par un mètre cube d'eau depleted, le facteur d'exposition dans Boulet-Hall est calculé comme 1 moins la capacité d'adaptation d'un pays. Et ici, on utilise le revenu national brut par habitant comme indicateur de la capacité d'adaptation d'un pays. Donc ça représente, c'est un proxy pour représenter la capacité du pays à s'adapter à une pénurie d'eau. Globalement, on va considérer que plus un pays est riche, moins il est susceptible de souffrir d'un manque d'eau parce qu'il sera capable de s'approvisionner autrement, en désalinisant, en important de l'eau, etc. Dans le modèle de 2022, on s'est contenté d'actualiser ce facteur. On n'a pas proposé de grandes transformations. On a juste actualisé le modèle en se basant sur les dernières valeurs disponibles du revenu national brut fourni par la Banque mondiale.
Pour ceux qui aiment les cartes, on voit ici la carte des facteurs d'exposition, donc exprimée en mètres cubes d'eau domestique privée par mètre cube d'eau domestique épuisée, et qui vont de 0 à 1. Puis pour terminer, dans le papier qui date de 2022, on a développé de nouveaux facteurs d'effet. Donc, dans le modèle initial, le facteur d'effet était calculé comme le rapport entre la charge de morbidité liée à l'eau, en DALI par an et par pays, divisé par le déficit en eau par pays et par an. Et on a gardé le même ratio, mais on a amélioré chacun de ces paramètres. Donc, comme je vous dis, le facteur d'effet était calculé comme le ratio entre la charge de morbidité et le déficit. Donc, je vous propose de rentrer un petit peu plus en profondeur dans chacun de ces termes. Donc, dans le modèle initial, mon numérateur, ma charge de morbidité, a été calculée comme la somme des DALI dus aux maladies diarrhéiques et plus la moitié des DALI liés à la malnutrition. Donc, c'est des données qui viennent de l'OMS. Mais le problème ici, c'est que en faisant ça, on considère des DALI qui ne sont pas nécessairement liés à des problèmes d'eau, ni à une pénurie d'eau. Donc, par exemple, un excès d'eau peut aussi être vecteur de maladies liées à l'eau, et ici, on va les comptabiliser quand même. Dans le modèle revisité de 2022, on a utilisé les résultats d'une étude épidémiologique, Prus-Huston 2019, qui calcule la charge de morbidité liée à l'eau et aux pratiques d'hygiène et d'assainissement. Donc, ça permet de corriger le tir en termes du premier problème identifié ici, mais nos DALI sont toujours pas limités aux DALI générés par des quantités d'eau insuffisantes. Quant au dénominateur, donc dans le modèle initial, notre déficit en eau, il était calculé comme la somme de tous les déficits individuels à l'échelle du pays. Et on considère qu'il y a déficit individuel quand la quantité d'eau utilisée est inférieure aux besoins humains. Et on définit les besoins humains comme 50 litres par jour et par personne. Et la quantité d'eau domestique par habitant, on l'a calculée comme le ratio entre la consommation totale d'eau domestique par la population. Et cette façon de calculer le déficit en eau, elle pose plusieurs problèmes. La première, c'est qu'on considère la valeur de 50 litres par jour et par personne comme valeur universelle de besoin minimum en eau. Et certes, c'est recommandé par l'OMS, mais ça reste discutable dans le sens où les besoins en eau des individus vont dépendre de caractéristiques comme le niveau de vie, le mode de vie, les conditions physiques, la culture, le climat, etc. Deuxième problème, c'est en calculant la consommation comme on le fait ici, on considère une répartition égale de la consommation en eau des individus. Et on sait que c'est largement pas le cas, que la consommation d'eau est largement inégale au sein d'un pays. Donc l'image qu'on fournit ici n'est pas vraiment réaliste. Ce qu'on a proposé pour résoudre en partie ce problème, c'est de faire une distinction entre les ménages qui ont un accès privé à l'eau et ceux qui n'en ont pas. Et on considère que lorsqu'un ménage a accès à l'eau directement chez eux, la consommation, elle est plus élevée que celle dans la population qui n'en a pas accès. Donc, sur la base de ces propositions, on a calculé le ratio pour chaque pays, comme vous pouvez le voir sur cette figure ici. Donc, chaque point représente un pays et les coordonnées de chaque point représentent les termes du ratio. Et ensuite, on a calculé un facteur d'effet global comme la pente de la régression linéaire entre tous les pays. Et donc, on obtient un facteur d'effet de 3,13 10-3 DALI par mètre cube d'eau privée. Et c'est une valeur qui est du même ordre de grandeur que le modèle de Boole et al. En 2011. Finalement, on a compilé les trois facteurs en les multipliant et on a pu générer 18 000 facteurs de caractérisation toujours à l'échelle du sous-bassin versant qui ont de 0 à 3,13 10-3 DALI par mètre cube d'eau consommé. Et c'est une bonne chose parce que ces facteurs, ça a permis de dépoussiérer un modèle qui avait déjà 11 ans. Mais ce projet, il a aussi et surtout permis de mettre en lumière certaines limites du modèle initial et actuel.
Donc, dans ce papier de 2022, on a pris vraiment le temps de discuter des limites de chacun des trois facteurs, même des facteurs révisés, et qui pourraient éventuellement et perpétuellement être améliorés. Et il y en a un qui a particulièrement attiré mon attention, c'est le facteur d'effet, parce que bien qu'on ait proposé des approches pour réviser à la fois le numérateur et le dénominateur, ces deux éléments-là, ils comportent encore des limites importantes. Et in fine, même avec ce nouveau modèle, on n'est toujours pas en mesure de bien prendre en compte les disparités de consommation au sein des pays, ni de distinguer les causes des délits liés à l'eau, qui peuvent être dus à un excès d'eau. Et en plus, on fournit un facteur d'effet qui est global et qui malheureusement masque les différences en termes de vulnérabilité face aux conséquences sanitaires d'une privation d'eau. Ces limites-là, elles m'ont mené, après ma maîtrise, à continuer à travailler sur cette chaîne de cause à effet et à proposer un nouveau facteur d'effet en particulier. Donc, c'est un projet que je continue dans le cadre de mon doctorat euh, après ma maîtrise. Donc, dans ce nouveau projet, on propose une approche différente que ce qui a été fait jusqu'à présent pour calculer le facteur d'effet, basée sur la méthode de l'analyse de risque comparative. Euh, et malheureusement, je n'aurai pas le temps de rentrer dans le détail aujourd'hui, mais le message que je veux passer, c'est qu'avec cette nouvelle approche, on est maintenant capable de fournir des facteurs d'effet à l'échelle du pays et de prendre en compte au sein des pays différents niveaux de risque basés sur différentes consommation quotidienne des usagers. Un défaut de cette méthode, c'est que on est capable uniquement de calculer les DALI liés à des maladies diarrhéiques et on exclut d'autres maladies comme la schistosomiasme ou le trachome. Mais l'ordre de grandeur reste quand même pertinent parce qu'il y a une étude qui a montré que le trois quarts des DALI liés au WASH, donc Water Sanitation and Hygiene, sont induits par des maladies diarrhéiques. Donc en se focalisant sur les maladies diarrhéiques, on n'est pas vraiment dans le nichon. Donc cette approche, elle est basée sur le raisonnement suivant. C'est plus la quantité d'eau domestique disponible pour un individu est faible, donc moins une personne a d'eau, plus cette personne est susceptible de souffrir si on le prive d'un mètre cube d'eau, ce qui semble faire du sens. De fait, on propose de séparer la population dans chaque pays en trois classes. Les personnes qui consomment moins de 20 litres par jour, ceux qui consomment entre 20 et 50 litres par jour, et ceux qui consomment plus de 50 litres par jour. Ensuite, un facteur d'effet spécifique à chaque classe, donc un class specific effect factor est calculé, donc pour chacune de ces classes. Et ensuite, on calcule le facteur d'effet à l'échelle du pays, comme la moyenne des facteurs spécifiques à chaque classe, pondérée par la proportion de la population dans chaque classe. Cette méthode, elle nous a permis d'obtenir des facteurs d'effet donc, pour chaque pays, et les valeurs vont de 7,53 10-5 à 8,72 10-4 DALI par mètre cube d'eau privée. Donc, c'est jusqu'à 2 ordres de grandeur plus bas que les facteurs d'effet qu'on avait calculés dans Boulet et Hall et dans notre papier en 2022. Finalement, on a intégré ces nouveaux facteurs d'effet pour calculer des facteurs de caractérisation mis à jour, donc vous pouvez voir sur cette carte-là, puis en lien avec la diminution de la valeur du facteur d'effet, parce qu'on n'a pas vraiment changé énormément les autres facteurs, on a juste mis à jour le facteur d'exposition une nouvelle fois. On obtient des facteurs de caractérisation dont l'ordre de grandeur est parfois diminué par 2. Donc sur ce graphique ici, vous avez un graphique X et Y qui représente la valeur des facteurs, des nouveaux facteurs donc dans cette V3 par rapport à celle d'avant. Et la ligne jaune représente la ligne d'égalité. Donc tout ce qui est à droite de la ligne jaune, ça signifie que le nouveau facteur d'effet est plus petit que l'ancien. Enfin, un nouveau facteur de caractérisation, pardon. Et la diminution de ces facteurs de caractérisation, c'est plutôt une bonne chose pour nous parce que jusqu'à présent, on soupçonnait une surestimation de nos facteurs d'effet. Et pour tester l'ordre de grandeur et la plausibilité de ces nouveaux facteurs, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé un sanity check. On a calculé l'impact total de notre chaîne de cause à effet sur une année, en le multipliant donc, par cellule, par sous-bassin versant, le facteur de caractérisation qu'on a calculé avec la consommation d'eau à cet endroit de la planète.
Et les valeurs de la consommation d'eau, elles proviennent du modèle WaterGap. Et on a obtenu un total de 2,7 10 puissance 7 DALI pour l'année 2019. Et pour analyser cette valeur-là, on s'est appuyé sur les travaux de Wolf et al. 2023 qui quantifient les DALI diarrhéiques liés au WASH, donc à l'eau et aux pratiques d'hygiène et d'assainissement, pour l'année 2019. Donc eux, ils estiment cette valeur à 5,5 10 puissance 7 DALI. Donc ça veut dire que notre total, qui veut représenter l'impact dû à la privation d'eau, enfin, l'impact en termes de maladies diarrhéiques liées à la privation d'eau, ça représente 49% de l'impact lié à l'eau, enfin, l'impact de maladies diarrhéiques liées à l'eau. Donc ça semble plausible. Ça écarte pas une surestimation potentielle, mais au moins ça permet de confirmer l'ordre de grandeur de nos facteurs. Ça, c'est pour la bonne nouvelle. Et la moins bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours des limites à ça. Et en fait, il reste une limite principale face à laquelle je suis confrontée depuis le début de ma maîtrise. Et cette limite, c'est qu'il n'y a pas de preuve empirique qui permet d'étayer la chaîne de cause à effet sur laquelle je travaille. Donc la chaîne qui est consommation d'eau, privation de certains utilisateurs et maladie. Rien que sur cette deuxième partie, donc le lien entre la privation d'eau et les maladies diarrhéiques, à travers notre papier, on a pu montrer qu'il existe une corrélation entre la quantité d'eau disponible et les maladies diarrhéiques, mais la causalité reste encore à démontrer. Et dans la littérature, on s'intéresse très peu aux liens qui existent entre la quantité d'eau domestique et les maladies liées à l'eau. La littérature, elle se concentre sur le lien entre les maladies liées à l'eau et le niveau des pratiques d'hygiène, la disponibilité de l'eau courante et la qualité de l'eau. Et nous, dans notre modèle, notre modèle il est basé sur le postulat qu'un manque d'eau peut exacerber chacun de ces vecteurs de maladies diarrhéiques. Donc, une réduction de quantité d'eau peut induire peut conduire une réduction des pratiques d'hygiène, parce que les gens vont se concentrer sur les pratiques vitales, que ce soit boire, cuisiner. Ça peut altérer la qualité du service d'eau courante et induire un service intermittent. Et ça peut encourager les ménages à se tourner vers des sources d'eau qu'ils n'auraient pas utilisées autrement, parce qu'elles sont trop contaminées. Mais pour le moment, ça reste un postulat, parce que sans démonstration empirique, notre chaîne de cause à effet, elle reste attaquable. Donc, j'ai pas la chance de présenter mes travaux et mes réflexions à des experts de l'eau tous les jours. Donc, je préfère profiter de cette plateforme aujourd'hui pour vous mettre à contribution et vous poser certaines questions. Par exemple, qu'est-ce que vous pensez de cette chaîne de cause à effet en termes de plausibilité, de pertinence? Est-ce que vous pensez que la méthodologie, elle est adaptée? Quel est votre avis sur ce sujet-là? Est-ce que vous avez des suggestions pour étayer cette chaîne de cause à effet? Et de manière plus pratico-pratique, est-ce que ces facteurs de caractérisation pourraient être pertinents pour vos travaux? Et est-ce que vous voyez de potentielles synergies entre votre expertise et ce projet? Donc, je vous laisse sur ces questions. Et dans tous les cas, ça me fait plaisir de partager ces travaux avec vous, puis ça me fait plaisir de continuer la discussion aujourd'hui ou par email. Merci beaucoup.